Alors, je vais essayer de me dépêcher, je vais supprimer certaines choses parce que, en fait, le sujet dont je vais parler aujourd'hui, il est en fait très très riche. Et parfois, pour des personnes qui ne connaissent pas bien ni Eisenstein ni Meyerhold, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre et j'aurais voulu essayer d'expliquer peut-être davantage. Je vais voir comment je peux négocier avec moi-même et avec vous. Alors d'abord, merci au Centre Pompidou et à Ada Ackerman de m'avoir invité pour cette conférence. La visite de la très belle exposition d'Ada Ackerman que je viens de voir en fait, parce que j'ai pas pu la voir avant, je la trouve très très excitante pour l'esprit et elle m'a fait voir de nombreux thèmes à développer justement sur le dialogue entre Vsevolod Meyerhold et Sergei Eisenstein. L'un qui est connu comme metteur en scène de théâtre, Meyerhold, l'autre comme réalisateur de cinéma d'abord. Ce qui n'empêche que Eisenstein a fait du théâtre et que Meyerhold a fait des films. Alors, c'est un dialogue, en fait, un véritable dialogue que les deux grands artistes ont entretenu tout au long de leur relation. Et qui est un dialogue, en fait, qui n'est pas seulement un dialogue avec des mots, mais qui est aussi un dialogue avec des images. Et c'est un dialogue plastique, donc un dialogue verbal et un dialogue plastique. Mais ce n'est pas vraiment ce thème-là que je vais traiter, mais simplement je voulais dire que cette exposition était extrêmement fructueuse, justement, de ce point de vue-là. Alors, je ne serai pas exhaustif, je vais parler de deux choses. D'abord, je vais parler de la place de Meyerhold dans les débuts d'artistes d'Eisenstein, c'est-à-dire au théâtre, en fait, de leurs difficultés personnelles, difficultés relationnelles, je dirais, leur rivalité et en même temps leur créativité intense. Et je vais aller rapidement jusqu'au courage extraordinaire de l'élève qui a su, à un moment extrêmement compliqué, au moment où Meyerhold a été arrêté en 1939, puis jugé et fusillé comme ennemi du peuple, conserver les archives de son maître. C'est-à-dire conserver les archives d'un ennemi du peuple, ça signifie évidemment être soi-même un ennemi du peuple. Et c'est grâce à Eisenstein que nous avons les archives de Meyerhold et que nous avons pu, en fait, ne pas oublier les réalisations de ce metteur en scène qui a marqué le XXe siècle et qui a sans doute inventé à peu près toutes les formes de théâtre possibles du XXe siècle. Donc je ferai un petit saut dans l'histoire, ce sera une chronologie tronquée, bien évidemment, il y a beaucoup de choses dont je ne parlerai pas, mais je ferai un petit saut dans leur histoire à propos des années 23 et 24, et je reviendrai sur ces années-là en deuxième partie, où je m'arrêterai plus spécifiquement sur le montage des attractions. Et la dernière partie sera une conclusion très brève sur le retour, entre guillemets, d'Eisenstein au théâtre, après avoir réalisé ces grands films. Alors, la première chose que vous pouvez lire, sans l'étude des mises en scène d'Eisenstein au théâtre, il est impossible d'expliquer l'apparition inattendue de La Grève, ce film de 1924, fin 1924, mais aussi de comprendre vraiment les racines de la réforme, ou plutôt de la révolution qui l'a amené au théâtre en faisant la forme moderne du théâtre. C'est une phrase importante, c'est aussi une phrase qui est très problématique et que j'essaierai de discuter. Alors la rencontre se fait, il faut bien voir que ce sont deux générations différentes. Meyerhold a 47 ans, Eisenstein en a 23. Mais j'ai quand même mis une ou deux photos de Meyerhold, acteur et metteur en scène, en 1903. Là, il a 29 ans. Donc, vous voyez, c'est une autre image de lui, et là, il en a 31.
Et on est aussi dans une autre image. Mais c'est très important, voilà, c'est très important de comprendre qu'ils ont une génération de différentes. Et dans ses lettres, souvent, Eisenstein parlera de Meyerhold comme, il dira Meyer, tout simplement, un peu familièrement, ou il dira le vieux, à la fois amicalement et aussi pour bien montrer en fait cette distance. Donc on a un jeune homme qui a une formation d'ingénieur, qui s'est engagé dans l'armée rouge en 1918 et qui va faire du théâtre dans les clubs de l'armée rouge. Meyerhold, lui, qui a un passé de metteur en scène extrêmement novateur, parfois de rebelle, et qui, depuis 1898, puisque cette rencontre se fait en 1917, depuis 1918, il a beaucoup cherché, beaucoup trouvé aussi. Il a passé une période naturaliste, réaliste, psychologique, symboliste. Il a aussi, fait des expériences sous le pseudonyme du docteur Dappertutto, qui est un pseudonyme qu'il a trouvé chez Hoffmann, une de ses inspirations en littérature, comme Callot l'est dans les arts plastiques, et des expériences sous ce pseudonyme où il étudie scientifiquement, avec une volonté scientifique, des scénarios de commedia dell'arte avec des acteurs et des danseurs dans un studio qu'il a créé. Donc il a tout un passé de recherche et d'interrogation et de spectacles qui ont eu parfois beaucoup de succès, parfois moins, parce que justement c'est une personnalité qui dérange. C'est, comme il le dira plus tard lui-même, c'est un inventeur, comme il le dira dans les heures les plus noires de sa biographie en 1937, quand on va bientôt fermer son théâtre: je suis un inventeur, je ne peux pas m'empêcher d'être un inventeur. Enfin, il le dit parce qu'il ne peut pas se renier, il n'arrive pas. Donc, cette rencontre se fait, en fait, je suis désolée, il y a une grosse faute, mais pardonnez-moi, se fait d'abord par un spectacle, c'est-à-dire que Eisenstein va voir le 25 février 1917, jour de la Révolution de février, il va voir au théâtre Alexandrinsky, théâtre impérial à Pétersbourg, la mise en scène de Meyerhold, le bal masqué de Lermontov. Et c'est un spectacle qui va le frapper. C'est un spectacle grandiose sur lequel Meyerhold a travaillé pendant 6 ans avec le décorateur Golovin, son alter ego, qui a cherché dans les bibliothèques d'Europe tous les masques et figures masquées possibles dans la tradition européenne. Et c'est un spectacle qui fait date, que Meyerhold reprendra à 3 reprises par la suite. Alors, ça l'a marqué et c'est à partir de là qu'il va décider, Eisenstein, de consacrer sa vie au théâtre. Et c'est aussi à partir de ce spectacle, qui est une sorte d'apogée de tout ce qu'il a trouvé avant ce bal masqué au théâtre, que Meyerhold va évoluer vers des formes extrêmement radicales au service d'un nouveau public qui entre au théâtre grâce à la Révolution. En 1918, Meyerhold entre au Parti communiste, et il rentre au Parti communiste parce qu'il sent que, quelque part, à travers le théâtre, il veut changer le théâtre, il veut faire autre chose au théâtre, et il veut surtout le faire pour un nouveau public. Qu'est-ce qui va frapper Eisenstein dans ce spectacle, au tel point qu'il va s'en souvenir pendant très longtemps? Alors, le dispositif d'abord du spectacle, il y a un proscénium qui avance dans la salle et qui rend les acteurs proches des spectateurs. Il y a un système, vous allez voir les images tout de suite, mais je vous énonce les choses. Il y a un système de rideaux et de paravents qui sont, à la fois qui montrent, si vous voulez, la grandeur et la richesse du théâtre à l'italienne et les mystères du rideau rouge du théâtre à l'italienne, mais qui sont aussi utilisés par Meyerhold comme les cadrages, des équivalents scéniques des cadrages du cinéma. Donc c'est à la fois l'apothéose du théâtre à l'italienne, ce spectacle, et la compréhension
par un metteur en scène du nouveau regard du spectateur introduit par la caméra. Donc voilà des photos d'un des rideaux, d'un des 5 grands rideaux principaux du bal masqué dans les esquisses de Golovin. Quand ce rideau s'ouvre, voilà ce qu'on voit encore dans une esquisse de Golovin, et vous voyez qu'il y a tout un système de rideaux de paravent qui permet au spectateur de focaliser son regard vers une scène qui se passe tout au fond, à l'arrière-plan en fait de la scène. En fait, la scène est divisée en plusieurs plans, et là vous voyez une gravure qui représente le nombre de presque 200 acteurs qui sont sur la scène et qui sont dirigés dans certains tableaux de ce bal masqué. Maintenant, quelques personnages, parmi les dizaines qui sont sur la scène dans le tableau Le Bal Masqué. Donc, un personnage qui s'appelle Coviello. À côté, vous avez une petite partition de mise en scène de Meyerhold. Vous voyez les mouvements complexes, en fait, et très virtuoses des personnages qui sont indiqués par cette partition. Et puis donc quelques figures du bal des personnages masqués, avec là une référence au Baota du carnaval vénitien. Ici un Pierrot bleu qui donc des personnages de diverses traditions. Il y a aussi des personnages qui viennent des traditions de la Méditerranée, proche de la Turquie. Enfin, il y a vraiment un très grand nombre sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder. Et ici, donc, vous voyez réunis dans une photo. Les photos sont pas toutes excellentes de ce bal masqué. Et là, il y a une figure qui est importante, c'est la figure de la mort, qui est parmi les personnages du bal masqué et qu'on retrouvera plus tard dans un film d'Eisenstein. Voilà. Et on dira que alors ce Meyerhold, si vous voulez, dont Eisenstein voit un spectacle qui est comme le bilan de toutes ses recherches. Quelque part, il voit tout Meyerhold concentré dans ce spectacle dont on a dit que c'était un opéra au théâtre, tellement aussi il était organisé musicalement. Il a, pendant toute cette période qui va de 1910 à 1917, une activité très multidirectionnelle. Il s'intéresse à tous les arts. Et là aussi, si vous avez vu l'exposition, vous voyez que c'est quelque chose qui le relie à Eisenstein. Il s'intéresse non seulement à leur histoire, mais aussi à leur pratique. C'est-à-dire que non seulement il met en scène du théâtre, mais aussi il participe à un spectacle de danse, il écrit des scénarios pour le cirque. Il s'intéresse au théâtre à la fois occidental et asiatique. Il monte des opéras et il fait des recherches sur la commedia dell'arte. Donc, et non seulement il y a tout ça, mais en plus, il fait du cinéma, puisque c'est un art nouveau et que justement, il a envie de voir qu'est-ce que c'est que cet art nouveau qui apparaît comme le rival, pour certains, comme le rival du théâtre. Il va faire 2 films, dont l'un est le portrait de Dorian Gray. Malheureusement, ces films sont perdus et on n'a que quelques photos. Donc, je fais une petite digression sur ces films dont je vais vous montrer quelques images. On ne les voit pas souvent. Donc, c'est le portrait de Dorian Gray d'après Wilde. Voilà. Donc, je passe sur les photos. Je vais m'arrêter sur une ou deux. Celle-là en particulier à cause du cadrage dans un immense fauteuil où Dorian Gray, qui est joué par une actrice, c'est important, c'est une femme qui joue Dorian Gray, voit sa taille réduite, si vous voulez, par la grandeur de l'objet dans lequel elle est assise. Là, c'est Meyerhold de lui-même qui joue le rôle de Lord Henry. De nouveau, un jeu sur le rapport à l'objet et le rapport au personnage et rapport de taille. Donc je passe vite parce que
Et un autre cadre qui est très important et qui est resté dans l'histoire aussi du cinéma, c'est un cadre où on est au théâtre, on est dans une loge, et il y a un grand miroir au fond de la loge, ce qui fait que dans le même cadre, on voit à la fois ce qui se passe dans la loge et ce qui se passe sur la scène, c'est la scène du balcon de Roméo et Juliette. Donc ce sont des éléments de recherche importants. On sait que Eisenstein a vu ce film et voilà, donc je passe. On sait qu'Eisenstein a vu ce film et donc c'est important de savoir son existence et d'espérer un jour qu'on le retrouvera, je ne sais où. Mais bon, il y a eu des miracles et on peut espérer qu'il y en aura aussi pour ce film. Alors, rencontre virtuelle avec ce bal masqué qui est très important, mais en 1918, l'année suivante, Eisenstein voit aussi le Mr. Bouffe de Mayakovsky, du poète Mayakovsky, la première grande pièce révolutionnaire, avec Malevich comme décorateur, le peintre Malevich, et puis avec Mayakovsky lui-même qui joue sur scène son propre rôle. Donc on peut presque penser que c'est une attraction déjà, puisque le grand poète jouant sur la scène son propre rôle, ce ne sont pas des choses courantes, en tout cas à l'époque. Alors Eisenstein, après, va pratiquer, comme je le disais, le théâtre au front avec des clubs amateurs. Il va monter des pièces comme Le Réviseur de Gogol ou le 14 juillet de Romain Rolland, Les Bas-fonds, Le mariage de Tchekhov. Et puis, donc, il se fait la main en faisant des décors, des costumes, en mettant en scène. Et puis, en 1920, il va rentrer dans une troupe, la troupe ambulante du Proletkult. Le Proletkult, c'est un mouvement pour développer une culture prolétarienne pour les ouvriers et avec eux. Et il commence à faire des costumes, des décors, et il va pour un spectacle qui s'appelle Le Mexicain en 1921, au début de 1921. Le Mexicain, c'est une pièce écrite par Arvatov d'après Jacques London. Il va donc faire les costumes, les décors et donner des idées au metteur en scène qui s'appelle Smyslyaev et qui est plutôt un metteur en scène de tendance, je dirais, réalistico-naturaliste. Pour de trouver des solutions pour le deuxième et le troisième acte de la pièce. Vous verrez les photos après. Puisque c'est déjà le début des attractions. Mais j'en parle pour montrer comment il se développe, si vous voulez. À la fin de 1921, il dirige le premier théâtre du Proletkult déjà. Et c'est aussi à cette époque qu'il va rentrer au GWIRM. Le GWIRM, c'est un sigle, il y en a beaucoup de sigles à cette époque en Union soviétique. Et, enfin, on n'est pas encore en Union soviétique, c'est en 1922. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de sigles. Ça veut dire atelier supérieur d'État de mise en scène. Ça va devenir atelier supérieur d'État de théâtre. Et puis ensuite, ça va devenir théâtre de l'acteur. Ensuite, ça va devenir le Gektemas. Enfin, ça va prendre des tas de noms. Donc, on va passer là-dessus parce que c'est compliqué. Mais savoir que tout bouge beaucoup. Hein. On est vraiment dans une période d'effervescence intense dans le milieu justement de ces théâtres qui cherchent quelque chose de nouveau dans un contexte totalement nouveau qui est celui justement de cette période révolutionnaire et de cette période mouvementée qui est marquée aussi par la guerre civile, la famine. Ce sont des moments vraiment un contexte. Il faut voir le contexte dans lequel il faut prendre en compte le contexte dans lequel ces gens travaillent. Donc là, qu'est-ce que va faire Eisenstein? D'abord, il va suivre les cours de Meyerhold, prendre des notes. On a ces notes dans les archives, c'est vraiment tout à fait intéressant de les lire. Il va aussi pratiquer, donc, puisqu'il est élève de théâtre, dans la mise en scène, il va faire des costumes, des décors. Il va des costumes, des décors pour le Chaboté, pour un spectacle qui s'appelle l'Imcons, c'est-à-dire l'Immaculée Conception. Ils ont raccourci, hein, Imcons, et aussi pour La Maison des Cœurs Brisés de Bernard Shaw. Et ces spectacles seront ou réalisés ou pas réalisés, et comment dire,
mais il y a une grande activité au niveau des étudiants et des recherches qu'ils font, soit avec leur maître, soit avec leur maître, leur master, qui est Meyerhold, soit entre eux. Et en plus, il participe à un groupe qui s'appelle l'Encyclopédie, qui veut étudier le théâtre avec une approche scientifique. Meyerhold cherche à ce moment-là, et il va le chercher un peu toute sa vie, à essayer de construire une science du théâtre qu'il appellera la scénologie. Le projet d'encyclopédie ne sera jamais abouti, mais en tout cas, dans les archives, on retrouve des traces de cette activité. Et c'est important, justement, de comprendre que cette approche scientifique, autant que faire se peut pour l'histoire d'un art, c'est aussi quelque chose dont Eisenstein va hériter. Parallèlement à ce travail, Eisenstein va travailler dans d'autres groupes, donc au Proletkult, où il va continuer de travailler. Il va travailler avec la fabrique de l'acteur excentrique, donc des gens comme Kozintsev, Troberg, Yudkevitch ou Foregger, qui s'intéresse aussi beaucoup à la commedia dell'arte et à la danse. Et il va aussi travailler avec des cinéastes, en particulier avec Kuleshov. Par exemple, Kuleshov va venir faire des cours parmi ces acteurs du Proletkult, les acteurs d'Eisenstein. Et Kuleshov et Eisenstein, va donner des cours de biomécanique qu'il a appris de Meyerhold. On va voir ce que c'est tout de suite. Des cours de biomécanique chez les acteurs de Kuleshov. Donc c'est important de comprendre que c'est vraiment une période où le théâtre et le cinéma d'avant-garde s'inventent ensemble, dans la discussion, dans l'échange, dans la rivalité et dans la collaboration. C'est aussi, il faut bien voir que c'est aussi chez Meyerhold, donc au Gwirnt, vous voyez, moi-même j'ai du mal à le dire, que Eisenstein va rencontrer Serge Tretiakov, qui est une personnalité extrêmement importante de l'avant-garde, importante à la fois pour Meyerhold et pour Eisenstein, qui va travailler avec les deux, pas tout à fait de la même façon. Et ça fait le lien entre Meyerhold et Eisenstein, et comme il fera le lien aussi, Tretiakov, entre Meyerhold et Brecht. Tretiakov, c'est une figure c'est un sinologue en fait, un linguiste et aussi un factologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par on dirait aujourd'hui le documentaire, le documentaire et ce qu'il appelle la littérature du fait. Alors, entre Meyerhold et Eisenstein, il va y avoir des relations, donc qui vont se développer, des relations d'intérêt intense, des relations un peu passionnées, parce qu'assez vite, le maître va découvrir que cet élève est génial et que dans un théâtre, en général, deux génies ensemble, ça ne cohabite pas très bien. Et donc, la relation va aboutir à une rupture qui va se traduire... alors, on donne différentes dates, mais la date définitive, c'est janvier 1924, où Eisenstein quitte complètement les ateliers de Meyerhold. Mais... alors, voilà quelques images déjà d'esquisses différentes que Eisenstein a. Là, ça, vous la voyez dans l'exposition, cette esquisse d'Eisenstein pour le Marchand de Venise. Et là, je n'ai pas résisté au plaisir de montrer une esquisse que Meyerhold fait avec son décorateur Bondy en 1918 pour Alinour, l'enfant aux étoiles. C'est exactement le même principe de construction pour le décor. Une esquisse que Eisenstein fait pour la FEX, donc les excentriques, ceux qui d'ailleurs sont aussi très très marqués par Meyerhold, et là c'est un projet, c'est pas réalisé. Et puis, des esquisses, tout ça, vous le voyez dans l'exposition pour la Jarretière de Colombine, qui est en fait la parodie d'un spectacle que Meyerhold a fait en 1910 sous le titre « L'écharpe de Colombine ». Donc, c'est un projet de 1922, très drôle. Là, vous voyez, ici, c'est écrit « ma », ça veut dire « maman », et là, c'est « pa », c'est le papa.
Donc c'est la mère et le père de Colombine qui va se marier avec Arlequin. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, je ne peux pas rentrer dans les détails. Le spectacle ne sera jamais réalisé. Dans toute cette histoire, aussi bien d'ailleurs, si vous avez vu l'exposition, vous avez vu qu'il y a des films que Eisenstein n'a jamais pu réaliser. Dans sa période d'apprentissage, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il y a énormément de spectacles sur lesquels qu'il a travaillé, où il a projeté des choses, mais qui n'ont pas été réalisées. Mais c'est aussi important d'être au courant de ce qu'il n'a pas réalisé, de ses projets. Alors, la première chose à laquelle il va collaborer véritablement, c'est le Cocu magnifique de Cromlinck. Le Cocu magnifique de Cromlinck, c'est une date essentielle dans l'histoire du théâtre du XXe siècle, puisque c'est le manifeste du constructivisme et de la biomécanique. Constructivisme, on va le résumer par le fait qu'au lieu d'un décor, on a une machine à jouer qui est aussi comme une machine-outil pour l'acteur, pour que l'acteur produise son jeu, comme un ouvrier produit son jeu à l'usine. Donc c'est alors deux idéologies qui se rencontrent, le constructivisme et le productivisme. Et c'est aussi la démonstration de la biomécanique, qui est un nouvel entraînement, une nouvelle façon pour l'acteur d'approcher le jeu. Donc voilà, c'est déjà beaucoup. Avant de montrer aux spectateurs le Cocu magnifique, Eisenstein participe à un rituel de destruction du vieux théâtre dont il parle dans ses mémoires, comme d'un des moments les plus forts qu'il a vécu. C'est le moment où il installe le décor avec tout un groupe, toute une brigade, comme on dit à l'époque, le décor de Nora, c'est-à-dire Maison de poupée de Ibsen, en prenant les vieux châssis du théâtre qui sont dans les réserves, en les mettant sans dessus-dessous pour créer un décor, entre guillemets, hein, mais c'est en même temps la destruction du vieux décor, si vous voulez. On ne veut plus de châssis, on ne veut plus rien, plus de décor peint, plus de décor illusionniste, et donc on les détruit en les renversant, et on utilise des projecteurs militaires avec des filtres rouges et violets pour faire l'éclairage. Et ce moment-là où Eisenstein, avec cette brigade, détruit le vieux théâtre pour pouvoir, 2 jours après, installer la machine à jouer du nouveau théâtre, est un moment qui l'a énormément marqué. Alors, donc, dans ce Cocu magnifique, vous voyez, dispositif, donc ça c'est l'esquisse de Popova, c'est un dispositif non figuratif, un agrès de jeu, comme au cirque, qu'on va utiliser. Et donc, voilà, je vous passe les photos, il faut que j'aille très vite, mais ça vous donnera envie peut-être d'en savoir plus si vous n'êtes pas au courant de tout ce que je vous présente aujourd'hui. Donc les acteurs vont démontrer leur jeu biomécanique. La biomécanique, c'est donc une approche du jeu nouvelle, radicalement non psychologique, où le corps est très investi, où le mouvement vient toujours après l'émotion, selon la théorie de James, et qui est composé d'un certain nombre d'études. Alors d'abord, je finis de vous montrer quelques images du spectacle. Ce que vous pouvez repérer aussi en regardant les images, c'est que vous voyez que la scène est complètement nue, c'est-à-dire tout ce qui était rideau, théâtre à l'italienne, tout ça, ça a été arraché, un petit peu comme dans le processus qu'a suivi Brooke quand il a investi les Bouffes du Nord. Hein. Donc on joue sur un mur de briques complètement nu. Bon, il n'y a aucune patine, hein, bien sûr. Là, le mur est nu, on joue un peu comme si la scène était une rue, si vous voulez. Voilà. Et tous les acteurs, si vous voulez, sont extrêmement virtuoses. Et même, là c'est une... Bon, j'ai pas le temps de résumer l'intrigue du Cocu magnifique, mais c'est une intrigue qui n'a rien à voir avec une intrigue révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire totalement, c'est la façon de jouer et la façon dont l'acteur ne s'investit pas dans son personnage,
le montre, il montre son jeu, il montre le personnage. Il n'y a aucun... les tourments de la jalousie ne sont exprimés, si vous voulez, comment dire, en aucune façon psychologique, ou comme par exemple chez Dulin, qui en France le jouait à la même époque, par un vieillissement de l'acteur, mais uniquement par le jeu. Et ce qui est ici, par exemple, c'est des claquettes, hein, une danse de claquettes, qui est jouée par les acteurs tous ensemble. Et en fait, ils représentent tous les, les prétendants qui veulent coucher avec la femme de Bruno, le héros principal. Bruno qui pense que sa femme est tellement belle que tous les gens doivent être amoureux d'elle, et donc qui est énormément jaloux d'elle. Et sa jalousie, si vous voulez, provoque la tromperie, en fait. Voilà l'histoire en gros. Et donc ici, on a la foule des prétendants qui jouent des claquettes. Bon, quand on va voir ce que c'est qu'une attraction, évidemment que ça, c'est une attraction. Alors, la biomécanique est composée d'études. Là, vous avez l'étude la plus célèbre, qui est la gifle, en fait, tirée d'un lazzo de la Commedia dell'arte. Les photos sont prises sur le toit du théâtre de Meyerhold. Donc, vous voyez qu'une des choses les plus importantes, c'est le sens de l'équilibre, le sens de la gravité. Et on voit dans cette succession de photos un moment qui est très important, qui est le moment de l'atkaz, qui est très difficile à traduire en russe, c'est le refus. En fait, l'atkaz, c'est un mouvement qui précède un mouvement inverse au mouvement dans une direction déterminée. Par exemple, je veux donner une gifle, je ne vais pas donner une gifle comme ça, je vais la donner comme ça. Comme ici. Et ce principe de l'atkaz, Meyerhold l'a trouvé en travaillant sur la Commedia dell'arte. Il est absolument fondamental dans le jeu biomécanique, et il va demeurer fondamental pour Eisenstein, qui va pendant longtemps réfléchir à ce qu'est la Commedia dell'arte, et qui va essayer de théoriser ce qu'est, la biomécanique, excusez-moi, je vais aller trop vite, ce qu'est la biomécanique, et qui va essayer de théoriser plus tard, si vous voulez, ce que son maître, qui est avant tout un praticien, ne peut pas arriver à théoriser jusqu'au bout. Voilà d'autres séquences de biomécanique. Ça, c'est le coup de poignard. Et là, c'est un petit peu dans le désordre. Là, c'est un exercice de biomécanique. C'est pas une étude suivie, si vous voulez. C'est un exercice sur le poids du partenaire. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un partenaire? Ce partenaire a un poids. Et là, je vous montre aussi la course biomécanique réalisée aussi sur le toit du théâtre, donc dans des conditions assez compliquées. Ce principe fondamental de la biomécanique, cet atkaz, si vous voulez, Eisenstein va l'élargir de façon très intéressante à toute construction artistique. Il dira, l'atkaz, c'est le plus tard, il le dira, c'est le principe de base de toutes les étapes d'une construction artistique. Donc, on voit déjà les influences très très fortes qu'il va recevoir de cette pratique qu'il a dans le cocu magnifique, de cette approche du constructivisme et du constructivisme scénique et de la biomécanique. C'est aussi... Donc, la biomécanique, c'est aussi, pour aller vite, hein, parce que je vais très vite, bien sûr, c'est aussi, un travail de mise en relation des différentes parties du corps de l'acteur entre elles. Meyerhold ajoute aussi que c'est un tremplin pour tous les gestes de l'acteur, et en même temps qu'un tremplin, c'est aussi un signe au partenaire pour avoir le jeu le plus en connivence possible. Hein. Donc cet entraînement biomécanique, il développe un jeu collectif, un jeu extrêmement collectif où les acteurs sont des partenaires qui réagissent extrêmement vite au jeu les uns des autres.
Alors ça, c'est la première expérience. La deuxième, c'est la mort de Tari Elkin, de Sukovó-Kabulin. Donc vous le voyez écrit là. Là, j'ai montré un document d'archives qui est le rapport des deux laborantins de Meyerhold. Les laborantins, c'est le vocabulaire de l'époque pour parler des assistants. Eisenstein et Inkijinov sur la mise en scène de la mort de Tari Elkin. Donc vous voyez des documents d'archives qui parfois sont très difficiles à lire en fait, hein, et même en essayant de les... Bon, ça c'est les, comment dire, les petites difficultés des chercheurs. Voilà. Alors, dans ce texte, qui est un texte donc signé par Eisenstein, Eisenstein montre les principes qui sont à l'œuvre dans la mort de Tari Elkin, qui est un classique du théâtre russe, mais que ici Meyerhold, qui s'y attaque pour la deuxième fois, joue d'une façon absolument antinaturaliste, donc grotesque puissant, pure clownade, présence de vampires, choix d'appareils truqués, agrès de jeux acrobatiques, accessoires de cirque traditionnels, vessie de bœuf plantés sur des bâtons qui vous éclatent sur la tête, vaisselle incassable, seau d'eau, etc., etc. À la construction dramaturgique incroyable de l'auteur, le metteur en scène répond par une mise en forme tout aussi incroyable. Et Inkijinov et Eisenstein montrent que dans ce spectacle, vraiment, il y a une primauté de l'acteur et aussi une portativité, c'est-à-dire que le spectacle peut être montré n'importe où, même ailleurs que dans un théâtre. Donc quelques images de ce spectacle incroyable et de ces objets truqués. Bon, voilà déjà quelque chose qui, selon la définition qu'on va avoir de l'attraction, peut aussi renvoyer à cette définition. Il s'agit d'une prison. En fait, on l'appelait le hachoir à viande. Hein. Les acteurs entraient, les acteurs entraient par l'échelle. Oh, difficile. Les acteurs entraient par cette échelle, ils descendaient dans l'entonnoir, ils arrivaient dans une espèce de cage où ils tournaient comme un écureuil et ils arrivaient dans la dernière cage où ils étaient emprisonnés. Et là, c'est un interrogatoire. Donc les chaises ici, les tables, tout est truqué. Bon, en fait, c'est assez mal truqué, donc, parce que l'époque, bon, on travaille avec rien. Hein, le dispositif du Cocu Magnifique, comment dire, qui est si important dans l'histoire du théâtre, il a coûté rien du tout. À l'époque, le bois coûtait rien. Et là, c'est pareil. Donc, la technicité, si vous voulez, n'est pas très au point, ce qui fait que le spectacle n'est pas demeuré très longtemps au répertoire. Et là, les acteurs aussi sont vêtus, comme dans le Cocu Magnifique, d'une prosodiejda, c'est-à-dire d'un uniforme d'acteurs avec quelques détails qui différencient les personnages les uns des autres. C'est la seule... mais ils sont un peu comme des ouvriers encore sur la scène. Alors, la mort de Tari Elkin est présentée justement comme un spectacle qui utilise, il y a des slogans comme ça, la boxe, le théâtre de foire, et le héros de la pièce quitte la scène en fait sur un trapèze volant. Hein. Donc il y a vraiment le cirque et il y a une espèce de ce qu'on appellera une espèce de cirquisation du théâtre. En fait, l'histoire va se passer, je le dis déjà, va se passer assez mal parce que déjà il y a des problèmes entre Meyerhold et Eisenstein et bien que la signature du spectacle soit de Meyerhold assisté de ces deux metteurs en scène, de ces deux assistants, de ces deux laborantins, en fait, Meyerhold et Eisenstein vont rarement travailler ensemble. Donc il y a des conflits latents, si vous voulez, qui n'empêchent pas la discussion entre le maître et l'élève, hein, mais c'est compliqué. Donc c'est cette période-là où je fais un petit break, hein, c'est le sage, qu'on va voir un tout petit peu plus tard, on va revenir là-dessus, qui est présenté en avril 1923, mais là, en dehors du théâtre des ateliers de Meyerhold, et
En fait, c'est un moment aussi important pour Eisenstein, puisque dans ce spectacle, il sera présenté son premier film, un espèce de microfilm, si vous voulez, du cinéma dans le théâtre, qui sera le journal de Glumov, Glumov étant le personnage central de la pièce d'Ostrovsky. Donc, petit break. Et là, si vous voulez, il faut voir que, quand en 1924, la séparation entre les deux aura lieu de façon factuelle, véritable, chacun va mener sa vie artistique de son côté, et chacun avec beaucoup de difficultés par rapport au régime. Parfois avec des grands succès, parfois avec des problèmes, des spectacles interdits ou des films interdits. Donc là, c'est une histoire qui ferait l'objet d'un autre développement, très long d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'en 1930, donc là, c'est une photo de 1936. Là, c'est une photo de Meyerhold qui est prise sur le chantier de la réhabilitation de son théâtre, donc du nouveau théâtre qu'on lui promet déjà depuis 8 ans et qu'il n'aura jamais. Et là, le voilà sur le chantier de son théâtre seul. J'ai mis là une photo d'Eisenstein. Photo de Meyerhold, 1939. En 1938, son théâtre est fermé. Il y a un article de la Pravda qui dit que ce théâtre est un théâtre étranger au peuple. En 1939, il est arrêté, en juin 1939. Et voilà sa photo d'arrestation. La prison des Boutyrki à Moscou, le couloir de la prison des Boutyrki, le cachot où il est torturé. Où il commence à dénoncer sous la torture, il dit tout ce qu'on veut lui faire dire, et on veut lui faire dire beaucoup de choses, parce que le plan de Staline est de faire arrêter toute une grande partie de l'intelligentsia artistique. Et quelques mois après, il reviendra sur ses dénonciations, il abjurera, exactement comme le fait Galilée. D'ailleurs, c'est très étrange de trouver dans les archives de Meyerhold en 1933 l'abjuration de Galilée, comme si déjà il se préparait à quelque chose. Et on trouve dans ces lettres, les lettres à Molotov de 1940, justement la description de ces abjurations. Et donc, ça c'est des lettres qui datent de janvier 40. En février 40, il est jugé, le 1er février 40, et fusillé le 2 février 1940. On ne saura jamais ce qui s'est passé avec lui. Là, on dit qu'il est fusillé, mais on saura vraiment qu'il est fusillé en 1988. Son sort sera resté, c'est la politique du KGB, de laisser les choses secrètes, justement pour faire plus de peur, faire davantage encore peur au peuple soviétique. Et Eisenstein ne saura jamais où est le maître, s'il est mort ou s'il est dans un camp du goulag. Et on a des témoignages véritablement très très magnifiques, 3 textes d'Eisenstein dont j'ai laissé juste des petits morceaux et que je n'aurai sûrement pas le temps de lire. Ces 3 textes, l'un s'appelle Le Maître, où Eisenstein montre comment, quel acteur est Meyerhold, comment, il fait référence à un moment de 1922, donc il est encore jeune, et comment il sait en un instant se transformer en un vieillard complètement égrottant, hein, et l'adieu. Et dans l'adieu, la chose qui est très importante, c'est donc les mains. Les mains d'Eisenstein tremblaient. Elles tremblaient aussi par conscience que le second, Meyerhold, était non seulement digne que le premier lui tendît son manteau, mais que celui-ci était indigne de lui délacer ses sandales. Septembre 1944. C'est un moment où... je reviens sur la photo de Meyerhold, c'est un moment où, sans aucun doute, Eisenstein remue dans sa tête des tas de souvenirs à propos de Meyerhold. Et le dernier texte de 1944, c'est les archives. Le texte s'appelle Le Trésor. Donc ces archives qu'en 1942, Meyerhold avait accepté de prendre après un coup de fil de la fille de Meyerhold qui elle-même avait sauvé lors de l'arrestation de son père les archives de son père.
Elle les avait planqués dans la datcha qu'ils avaient aux alentours de Moscou, mais au moment où l'armée allemande commence à s'approcher de Moscou, elle a très peur que la datcha soit bombardée et que les archives soient perdues. Et donc, il y a tout un poème magnifique où il décrit justement ces archives dans cette datcha. Et il y a un texte sur une poupée javanaise, une marionnette javanaise, que Meyerhold, au temps où il était élève au Gvirnd, et où il préparait le cocu magnifique, tout en travaillant cette biomécanique qui était l'approche pour un jeu extrêmement contemporain, un jeu de l'acteur extrêmement contemporain, montrait en même temps à ces acteurs comment on pouvait manipuler une poupée, une marionnette javanaise. Alors cette marionnette, moi j'en ai retrouvé une qui ressemblait exactement à la description de Meyerhold et en fait d'Eisenstein, pardon. Eisenstein l'appelle une princesse, moi j'ai appris que c'était un prince en fait. Et la chose qui est très belle ici, c'est que les mains des marionnettistes javanais ont été remplacées par les mains étonnantes du plus étonnant des maîtres ayant jamais vécu. C'est lui à présent qui, par les mouvements à peine perceptibles de ses doigts, prête son âme au petit corps blanc et or de la féerique princesse qui prend vie. Elle s'anime à son souffle, elle frissonne et tressaille, lève les bras au ciel et semble flotter devant les yeux fascinés des prosélytes du grand maître. Donc ça fait référence à 1922, la période du cocu magnifique. Voilà. Alors, voilà, rapidement dit, cette promenade, si vous voulez, dans le théâtre d'Eisenstein, dans la promenade du théâtre de Meyerhold, avec Eisenstein qui suit tout cela de très près et en même temps avec impatience, avidité, avec envie de travailler et aussi un maître donc qui l'écoute et qui va par 3 fois lui refuser les esquisses qu'il fait pour la mise en scène de la Maison des Cœurs Brisés. Et en fait, à un moment, la femme de Meyerhold, Zinaïda Rai, qui est aussi élève oui. Bon, il faut que je me dépêche, qui est aussi élève de Meyerhold dans ses ateliers, donnera un petit papier à Eisenstein en lui disant quand Meyerhold a compris qu'il n'avait plus rien à apprendre chez Stanislavski, parce qu'il était l'élève de Stanislavski, Meyerhold, il est parti. Ce qui voulait dire, toi tu n'as plus rien à apprendre chez Meyerhold, tu peux partir. Ce petit billet a eu une importance extrême aussi dans tout le développement ultérieur de Eisenstein. Alors, le théâtre des attractions, donc d'abord le Mexicain, dont je vous ai parlé, où on voit apparaître des clowns qui jouent dans la salle pendant les intermèdes. Et où on voit apparaître, je vais surtout vous montrer ça, un ring, vous voyez, un ring de boxe, vous voyez, un vrai ring où aura lieu un vrai combat. Donc on a déjà, si vous voulez, une recherche de moments spécifiques qui n'appartiennent pas au théâtre, qui sont sans rapport immédiat avec la fable, mais qui la commandent de telle façon qu'elle produisent des chocs émotionnels sur le spectateur destinés à leur faire passer un message qu'ils comprennent justement de façon extrêmement forte et impressionnante. Le spectacle le plus connu d'Eisenstein, c'est Le Sage. Donc, en fait, la pièce s'appelle « Il n'est ni sage qui ne faille ». Donc voilà l'affiche et voilà quelques photos de « Il n'est ni sage qui ne faille ». Qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Eisenstein dit que c'est un Agit Hall ou une Agit bouffonnade. Le texte est adapté par Tretiakov et une autre personne.
Mais il est accompagné d'un manifeste qui est en fait le premier texte théorique fondateur d'Eisenstein, qui cependant auparavant a écrit un texte sur le 8e art où il parle énormément de Chaplin, et il faut relier en fait cet article sur le 8e art au texte sur le montage des attractions. Alors, je vais d'abord parler du spectacle, après je parlerai de ce que c'est qu'une attraction. Alors, en fait, c'est une pièce, c'est pas une très bonne pièce d'Ostrovsky, c'est pas sa meilleure, il y en a des meilleures. Et en fait, Eisenstein va faire exploser la pièce d'Ostrovsky en la parodiant. Et le texte est un montage de répliques qui sont tirées d'Ostrovsky, donc cet auteur qui est le Molière russe, si on peut dire, de répliques écrites par Tretiakov, de renvois à l'époque actuelle, 1922, et de renvoi au cirque. Il y a à la fois une réduction de la fable et une actualisation. L'intrigue qui est extrêmement complexe va être réduite au minimum et actualisée dans le contexte de l'émigration russe. Au lieu de se passer au XIXe siècle, ça se passe dans le contexte de l'émigration russe. Donc ça vise une satire des émigrés, des arrivistes, de la bourgeoisie, des coquettes, de la religion, enfin un petit peu de tout. Dans la première variante, Eisenstein va remplacer les personnages d'Ostrovsky par des personnages de Commedia dell'arte. On a une variante comme ça, où les personnages ont perdu leur nom, ils s'appellent Harlequin, Smeraldina, pantalon, pantomime. Il y aura une autre variante où on aura des politmasques, donc des masques politiques, un hetman, un SR, un bolchevique, un journal. Non, il n'y a pas de bolchevique, c'est un SR seulement, ou des personnalités politiques de l'époque. Et puis ensuite viendra la variante définitive, telle qu'on la verra, où les personnages seront actualisés, mais de façon vraiment extrêmement farcesque. Par exemple, l'officier qui s'appelle Kroutitsky va devenir le maréchal Joffre. Mamaïev, donc, qui est l'oncle de Gloumov, un jeune arriviste, va devenir Mamilioukov, du nom de Milioukov, qui était aussi un officier du côté des Blancs. Gloumov lui-même va devenir un clown, le clown Georges. Donc, je ne vais pas vous résumer parce que ça me mettrait trop loin, mais je vais vous montrer quelques... Alors, le manifeste, je dis pas, où sont mes attractions? Elles sont là, voilà. Donc, des images. Donc là, c'est le passage. Vous voyez, le dispositif est simple. C'est des échelles, des praticables inclinés de part et d'autre, et puis un petit tréteau. Là, on a deux postes frontières. C'est écrit la France, l'Allemagne. En fait, c'est le passage de la frontière. Voilà une autre séquence où Mamaïeva a un costume extrêmement drôle, puisqu'elle a un espèce de soutien-gorge fait en ballon, je dirais, transparent, fait avec une espèce de mosaïque, dans lequel s'allume une petite lumière rouge électrique chaque fois qu'elle éprouve du désir ou des manifestations, je dirais, plus ou moins érotiques. Là sont le fiancé de Masha, donc qui sont triplés, détriplés si vous voulez. Donc on voit que les costumes, ils tiennent parfois, ils renvoient parfois à la prosadishta, parfois ils renvoient à la prosadishta dont j'ai parlé, l'uniforme, parfois ils renvoient à l'univers des clowns. Et puis, parmi les attractions, il y a ce fameux film, Le Journal de Gloumov, qui, alors lui, utilise à fond le cirque, la commedia dell'arte, les policiers français et américains, les tours de magie, saut du haut d'une tour dans une auto qui démarre immédiatement, des métamorphoses à la Méliès. Et on voit même des plans, si vous voulez, qui montrent le film, la boîte qui contient une pellicule, et qui montre Eisenstein lui-même. Donc voilà la fameuse Mamaïeva qui se retrouve aussi dans le film avec son fameux soutien-gorge électrique, avec un clown. Voilà, ça c'est des images du film. Voilà le fameux Gloumov qui est le clown Georges. Et voilà
métamorphose, où instantanément on voit un personnage se transformer ici en âne. Parfois il y a 2 métamorphoses, une fois un bébé, une fois un âne. Là je vous montre des esquisses d'Eisenstein pour les personnages du sage. Donc vous voyez, ils sont tout assez excentriques, avec des robes avec des larges crinolines ou des pantalons de clown. Vous savez, ça fait référence à la comment dire, la houppelande du clown, mais encore exagérée par rapport à la houppelande du clown. Là, on voit très bien que, vous voyez, on voit le dispositif un peu circulaire, avec ici le praticable dont je vous ai parlé, avec les échelles. Et on voit aussi qu'il y a une perche là, sur laquelle un acteur, une actrice va pouvoir monter. Et il y aura aussi une séquence où de funambulisme où le valet de Mamiloukov servira du thé avec un plateau, mais en marchant sur un fil, comme un funambule. À un moment, il va tout rater son coup, enfin faire semblant de rater son coup. Le plateau va se renverser, et, évidemment, tout le monde tressaille, et en fait, non, tout est suspendu à des ficelles et donc reste bien droit. Est renversé, mais reste fixé sur le plateau. Voilà le personnage de Joffre. On voit que là aussi il y a un montage d'attraction sur le personnage de Joffre. Il a un parapluie qui n'a que des baleines. Il a une espèce de corps, si vous voulez, un cheval d'enfant comme monture, et son nom est inscrit sur ses fesses, Joffre. Des recherches pour le personnage de Gloumov, là, qui n'ont pas abouti, mais il y a des tas de dessins. Il dessine énormément, il cherche énormément des tas d'idées partout. C'est toujours sa période d'apprentissage où il essaye d'apprendre partout. Et là, vous avez un gros plan, en fait, par le dessin sur la main de Mamaïev, ou sur ses gants, donc qui sont d'une part dotés d'espèces de griffes et d'autre part d'un sifflet. Et donc la façon de serrer la main ou de faire le baise-main de Mamaïev va être déterminée justement par ces accessoires qui vont impliquer des jeux complètement différents. Alors des attractions, donc il va y en avoir énormément. Il va y avoir donc le funambuliste dont je vous ai parlé, des clowns en grosse houppelande outrée, des personnages qui disent « Ah, je veux me sauver » et qui grimpent au mât que vous avez vu pour se sauver. Une scène où Mamaïeva dit « Je suis hors de moi » et alors elle va se déshabiller. En fait, c'est directement inspiré d'un spectacle de Meyerhold de 1905. Au début du spectacle, il y a un espèce de véhicule qui rentre en scène. Devant, il y a un clown qui porte un klaxon, et derrière il y a un autre clown qui porte une roue avec la plaque d'immatriculation, et de son pantalon bouffant, il y a de la fumée qui sort. Voilà la voiture dans laquelle qui fait l'introduction, si vous voulez, du spectacle. Le personnage de Manefa est joué par un homme, comme dans le portrait de Dorian Gray. Il y a des nez rouges. À la fin, il y a de la pyrotechnie. Les détails des costumes, comme je vous les ai montrés pour Joffre, sont tout à fait étonnants. Par exemple, Mamaïeva a une queue d'animal pour la traîne de sa robe, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste des attractions que Eisenstein signe en 1923 parallèlement à son spectacle, qui a beaucoup de succès. Alors là aussi, il y a des problèmes de texte, d'état du texte, etc. Ni en russe ni en français on a l'état du texte. Aujourd'hui, il y a un chercheur, Zabrodin, qui a fait des tas de recherches justement pour établir un texte qui soit le plus complet possible, avec les regrets d'Eisenstein, les choses qui ont été supprimées par les rédacteurs de 1923, et puis des choses qui ont été aussi supprimées dans la traduction française. Donc, je pense que Ada publiera une traduction plus juste et plus complète, et on l'attend. Dans ce texte, Eisenstein, en fait, il cherche une méthode scientifique de construction du spectacle
Une méthode scientifique. Là aussi, je rejoins, je n'ai pas le temps de développer, mais je renvoie à la pratique meyeroldienne, si vous voulez, qui est de chercher une méthode scientifique pour aborder le théâtre, et à la fois avant la Révolution, dans son studio, et à la fois dans ses ateliers de mise en scène, où justement il cherche à établir une scénologie. Eisenstein dit le spectacle d'aujourd'hui correspond à une autre perception, doit correspondre à une autre façon de percevoir des spectateurs. Le spectateur d'aujourd'hui a besoin d'une ultra-concrétisation, il a besoin d'attractions sensibles, il a besoin du cirque et du music-hall. Et il dit, cette chose importante, le spectateur est promu au rang de matériau essentiel du théâtre. Il dit aussi, c'est la première fois que le spectateur est promu au rang de matériau essentiel. On va voir que non, mais c'est quand même très important qu'ils le disent de cette façon-là. C'est dit d'une manière extrêmement radicale. En fait, et il va le dire plus tard, mais on peut commenter aussi ce texte en le disant que tous les modèles de cette méthode scientifique d'approche du spectacle sont, inspirés par le cinéma burlesque américain, et surtout par Chaplin, par le Capitaine Fracasse, Théophile Gautier, par ce qu'il appelle les constructivistes, où il range Balzac, Leblanc et Fantomas. Ce qui est assez intéressant, il les voit comme des constructivistes dans leur façon d'aborder leur sujet. Et donc, l'attraction, telle qu'il va la définir, et je lis le texte parce que c'est important, est attraction du point de vue du théâtre, tout moment agressif de théâtre, c'est-à-dire tout élément de théâtre qui soumet le spectateur à un impact sensoriel ou psychologique vérifié au moyen de l'expérience et calculé mathématiquement pour produire chez le spectateur des chocs émotionnels déterminés qui, à leur tour, une fois réunis, conditionnent la possibilité de percevoir l'idée de ce qui est démontré. Et il dira plus tard: la science a les ions, les électrons, les neutrons, que l'art est les attractions. Dans cette définition, si vous voulez, de l'attraction comme élément constitutif de base du théâtre, destiné à produire dans leur montage des effets déterminés, il donne une méthode aussi à la fois de construction et d'analyse objective d'une mise en scène. On n'est plus dans le tâtonnement, on n'est plus dans l'opinion, tâtonnement pour la création, dans l'opinion pour ce qui est de la critique. On est vraiment dans un matériau concret à analyser. On peut dire aussi que le montage des attractions vise l'activisation de la perception du public. En fait, il s'agit de déterminer dans cette pratique du montage des attractions des éléments autonomes, constitutifs, sélectionnés, j'ai répété, pour un effet thématique final avec un objectif d'impact à atteindre sur le spectateur. On pourrait parler de construction des émotions, d'efficacité. Il faut produire un effet calculé. Et je pense que là, il est très important justement de renvoyer, de montrer que tout ce qui apparaît, si vous voulez, dans ce spectacle très important pour Eisenstein, dans ce texte très important pour Eisenstein, est lié en fait à justement des choses qu'il a appris d'une part en écoutant Meyerhold, d'autre part en le lisant, et en lisant ce livre qui s'appelle Du théâtre, au théâtre, écrit en 1913 par Meyerhold. On a des témoignages comme quoi Eisenstein a lu à 2 reprises ce livre, parce qu'il était très méticuleux et il écrivait les dates sur les marges des livres, les dates à laquelle il les lisait, et on sait qu'il l'a lu en 1919 et puis il est revenu en 1920. Et donc, chez Meyerhold, il y a, au départ, et ça dès 1907, il dit « le spectateur est le 4e créateur ». Et il va y avoir tout un cheminement, si vous voulez, de Meyerhold, de cette date de 1907, où il dit le spectateur est le 4e créateur, il participe à la construction du spectacle, il participe à la
création du spectacle, tout un cheminement jusqu'en 1925 où il va créer des formulaires qu'on va appeler formulaires de réaction du public au spectacle. Donc on a 25 réactions avec des colonnes et laborantins, il y avait des laborantins qui étaient de service et qui devaient cocher les réactions du public, si vous voulez, à tous les instants importants où justement il devait y avoir une réaction exprimée du public. Bon, Meyerhold était aussi dans la salle et lui, au lieu de regarder ce qui se passait sur scène, il regardait ce qui se passait dans la salle, justement, parce que ce qui était important, c'était ce qui se passait dans la salle. Donc il y a tout un cheminement, si vous voulez, de Meyerhold, qui, pour moi, à mon avis, s'apparente, si vous voulez, à cette conclusion que fait Eisenstein en 1923, le spectateur est promu au rang de matériau essentiel du théâtre. Sauf que là, évidemment, on a une formulation extrêmement radicale et extrêmement matérialiste. Et que, voilà. Et il mène à son terme, quelque part, une recherche qui a été commencée par Meyerhold dans la période pré-révolutionnaire. D'autre part, Eisenstein a particulièrement lu dans du théâtre, il a lu le dernier chapitre qui s'appelle « Le théâtre de foire », Balagan, qu'on peut garder comme Balagan parce que c'est un très beau mot. Et pour Meyerhold, Balagan va devenir en fait un concept qui unit tous les arts dits mineurs, tous ces arts qui sont le cirque, la variété, le cabaret, le musical, la danse, le cinéma, la marionnette, arts qu'il glorifie et qui sont des arts à la fois, parfois qui sont des arts anciens comme la marionnette si vous voulez, mais qui pour lui sont des arts extrêmement contemporains et qui correspondent à la perception du public d'aujourd'hui. Et dans ce texte qu'il faudrait relire et décrypter justement en fonction de cet article d'Eisenstein par rapport à lui, Meyerhold dit en particulier, donc en parlant de ce théâtre de foire, le pâle Pierrot aux longues jambes vient de glisser sur la scène. Le spectateur vient de deviner dans ce mouvement la tragédie éternelle de l'homme qui souffre en silence. Et voici que succède à cette vision une vive harlequinade. Le tragique fait place au comique, la chansonnette sentimentale à la satire violente. On trouve dans ce manifeste l'apologie du procédé favori du théâtre de foire, le grotesque. Et qu'est-ce que c'est que le grotesque pour Meyerhold? Alors il y a plusieurs définitions, mais la principale en fait, c'est maintenir en permanence chez le spectateur une attitude double à l'égard de l'action scénique qui se développe en mouvements contrastés. Ce qui fonde le grotesque, c'est le désir du créateur de tirer le spectateur d'un plan qu'il vient de saisir pour le projeter dans un autre qu'il n'attendait en aucune façon. Donc tous ces passages-là, c'est des passages que Eisenstein a soulignés, si vous voulez, et c'est donc le grotesque, c'est une façon de combiner les contraires, de les faire se succéder de façon à approfondir la fable ou à approfondir le quotidien, à l'interroger, à susciter un sentiment d'étrangeté, d'incongru, mais en tout cas un sentiment violent, parfois qu'on peut apparenter à de la surprise. Si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que Meyerhold, justement là aussi, il conçoit le grotesque à partir des réactions du spectateur. Donc, c'est bien sûr, dans ce texte-là qui date de 1913, la langue est complètement différente. Elle est teintée de romantisme allemand. Ludwig
Tieck, Hoffmann, c'était des gens qui étaient encore au moment de l'atelier de l'acteur et du Gwirnt, quand Eisenstein participait aux travaux après la Révolution. C'était des auteurs qui étaient encore beaucoup étudiés, on y renvoyait beaucoup. Hein. D'ailleurs, le Chaboté, comment dire, il est question de le monter à l'atelier de l'acteur de Meyerhold. Finalement, il n'est pas monté, mais voilà. Mais là, on est dans une autre époque. Eisenstein est une autre personne. Il a comment dire, un autre vocabulaire. Il a une autre rage de la jeunesse, si vous voulez. Et comment dire, il exprime les choses d'une façon beaucoup plus contemporaine. Alors, et on peut dire aussi que Le Sage est quelque part sa revanche sur La Maison des Cœurs Brisés, qu'il n'a pas pu monter parce que Meyerhold n'a pas accepté ses propositions, qui pourtant étaient tout à fait intéressantes, et aussi une revanche avec La Mort de Tari Elkin, où il n'a pas pu collaborer avec le maître comme il aurait vraiment voulu. C'est un spectacle expérimental, radical, soutenu par un manifeste, et certains disaient, si on compare Le Sage et La Mort de Tari Elkin, eh bien La Mort de Tari Elkin est un spectacle académique. Hein, pour montrer justement jusqu'où Eisenstein avait été. Alors, pendant que Eisenstein monte son Sage, Meyerhold, de son côté, a choisi aussi une œuvre d'Ostrovsky, mais c'est La Forêt. La Forêt, c'est une grande pièce d'Ostrovsky, une pièce sur le théâtre aussi, qui parle du théâtre, et il va donc lui aussi travailler sur les attractions, mais d'une autre façon. Et justement, Meyerhold disait, mais Eisenstein, il n'a rien laissé d'Ostrovsky. Il y a une expression russe, c'est roshki da noshki. C'est-à-dire, il est resté que les petites pattes et les petites cornes, hein, rien du tout du texte lui-même. Alors que dans son travail sur La Forêt d'Ostrovsky, il y a tout un remaniement des actes en épisodes, 33 épisodes, mais en même temps, le texte, si vous voulez, n'est pas véritablement touché, il est simplement distribué autrement. Et donc, je vous montre quelques images. D'abord, le dispositif est tout à fait intéressant puisqu'il s'agit d'une parabole avec une scène vide où les acteurs apportent au fur et à mesure les éléments du décor. La parabole, c'est l'endroit où habitent, entre guillemets, où voyagent les acteurs, l'acteur comique et l'acteur tragique. Et donc, toutes ces attractions... alors oui, ce que je vais dire aussi d'abord, ce qui est assez intéressant, c'est que cette forêt pleine d'attractions, comme on va le voir, est caractérisée par la critique à l'époque comme le premier film soviétique. À cette époque-là, en 1924, la cinématographie soviétique avait beaucoup souffert de la Révolution. Il n'y avait pas beaucoup de films, si vous voulez, intéressants. Le premier va être La Grève, que Eisenstein va faire à la fin de 1924. La Forêt, c'est le début, janvier 1924. Et donc la critique caractérise La Forêt comme le premier film soviétique réalisé au théâtre, parce qu'il y montre justement une science du montage. Une science du montage alterné, tantôt en haut, tantôt en bas, sur deux lieux complètement différents, comme si la caméra saisissait ces deux lieux différents, et caractérisé aussi par des scènes muettes. Le cinéma à l'époque est muet. Une référence à Chaplin, là, donc l'acteur Ilinski joue un Chaplin russe, par des attractions, le cirque et le trapèze. Là, ici, vous voyez Ilinski, l'acteur Ilinski sur un trapèze, hein, numéro très dangereux aujourd'hui qu'on n'autoriserait pas. Des colombes vivantes qui vont voler dans la salle quand on va ouvrir la volière. Et des pas de géants. Des pas de géants, là, c'est quelque chose sur lequel je veux m'arrêter juste une seconde, parce que ça a caractère aussi
caractérise aussi très bien ce qu'Eisenstein entend par attraction. En fait, on plante sur la scène un mât sur lequel sont accrochées des cordes, et on peut, si vous voulez, en faisant un nœud à ces cordes, s'asseoir dans les cordes, prendre son élan, et on s'envole autour du mât. C'était une attraction, entre guillemets, véritablement, dans les fêtes foraines qui existaient encore au début du XXe siècle. Et en fait, là, il s'agit dans la forêt d'une scène d'amour entre Arkashka, la jeune femme qui n'a pas de dot, et Petrouchka, qui est un fils de famille dont le père veut qu'il épouse une fille avec une dot. Et il s'agit d'un moment extrêmement lyrique entre eux, où ils s'imaginent ce qu'ils feraient s'ils pouvaient être libres. Et toute la scène se joue non pas en se parlant, en se touchant, mais en s'envolant autour du mât, si vous voulez. Donc, attraction, parce que c'est quelque chose d'absolument, comment dire, auquel les spectateurs ne s'attendent pas du tout, mais qui correspond, si vous voulez, dans la perception dans la perception du public, à un moment d'élévation, à un moment, je dirais, de transport, on parle de transport amoureux, et qui est très très bien relaté dans la critique, qui ressent justement quelque part la force de ce transport amoureux, 10 fois plus qu'elle ne le ressentirait si c'était simplement un dialogue entre les personnages. Autre attraction, jeu de balle entre les deux amoureux. Autre attraction, des perruques de toutes les couleurs, des vertes pour un garçon qui est un peu trop vert, justement, un peu trop jeune, des rousses pour le pop. Autre attraction, la façon dont Aksiusha est une femme d'action qui lave du linge, le lave, le suspend de façon extrêmement habile sur un fil à linge. C'est pas du tout un moment naturaliste, c'est un moment qui est là pour démontrer l'habileté de la jeune femme. Donc voilà, je passe toutes ces scènes. Elle bat le linge, là, accordéon. Et autre scène aussi, qui est là aussi une autre façon de jouer l'amour sur la scène, et là d'une façon très triviale, puisque sur cette balançoire, en fait, ce qui se joue à chaque réplique, où l'acteur comique envoie en l'air, véritablement, la personne à qui il a affaire et qu'il a envie, qui drague, on peut dire, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, toute la scène est jouée sur une balançoire et les spectateurs comprennent très très bien de quoi il s'agit, parce qu'en plus, la personne qui est envoyée en l'air, elle piaille. Et c'est une scène très comique, si vous voulez, qui donne une autre interprétation de la façon de jouer l'amour en utilisant des attractions. Donc, bien sûr, il y a moins d'attractions que dans le Sage, parce qu'il y a plus de texte, et le sens va, si vous voulez, ce qui est important de comprendre, le sens va dans un hymne au théâtre. Un hymne au théâtre. La pièce de Trotsky, c'est un hymne au théâtre, et pour Meyerhold, c'est aussi un hymne au théâtre. Alors qu'on voit très bien que pour Eisenstein, le Sage, c'est le début, quelque part, de la destruction du théâtre, pour aller justement au cinéma. Donc, très rapidement, la grève, fin 1924, le cuirassé Potemkin 25. Eisenstein écrit en même temps qu'avec Potemkin, le cinéma, c'est l'étape contemporaine du théâtre moribond. Réponse cinglante de Meyerhold, avec un article qui s'appelle « Le liquidationnisme théâtral » en 1926, et où il dit « Le Potemkin doit son succès d'abord à ses éléments théâtraux ». Donc, on voit qu'un dialogue et un débat constant s'instaurent entre eux. Je peux dire que je crois que ce débat ne s'arrête pas. Et il ne s'arrête pas après la mort de Meyerhold, puisque on peut dire que Ivan le Terrible, donc le film qui est sorti en 1944 d'Eisenstein, mais Eisenstein va s'inspirer de la façon dont, en 1898, au Théâtre d'Art, donc avec Stanislavski comme metteur en scène, mais où déjà Meyerhold avait sa personnalité d'acteur qui savait dessiner son corps dans l'espace,
D'ailleurs, Eisenstein considérait Meyerhold comme le plus grand acteur qu'il ait jamais vu, parce qu'il savait toujours comment les spectateurs le voyaient. Il avait toujours conscience de la façon dont les spectateurs le voyaient. Et donc, cet Ivan le Terrible, si vous voulez, là vous voyez Tcherkassov, et il s'inspire des photos qui sont, parce qu'il n'a pas vu le spectacle bien sûr, mais il s'inspire des photos qui restent du rôle joué par Meyerhold, donc, dont je vous montre quelques images. Alors là, il aurait fallu, j'aurais voulu grossir le visage aussi, mais je n'ai pas pu. Mais il faut que vous regardiez la façon dont... donc, il y a quelque chose avec le visage aussi, mais il y a aussi quelque chose avec le corps et la façon dont, justement, dans ce que Meyerhold appelle le raccourci, et donc la façon, l'angle que l'acteur, si vous voulez, doit savoir prendre avec les objets pour rendre le corps plus expressif, pour que le spectateur voit mieux, justement, ce qu'il veut dire par son jeu. Alors j'ai un peu mélangé, ça va, bon, j'ai pas eu le temps de faire le montage que je voulais, mais il faudra le faire un jour, je pense. Donc ça, c'est Ivan le Terrible de Eisenstein. Ça, c'est Ivan le Terrible de Meyerhold. Ça, c'est Ivan le Terrible d'Eisenstein. Eisenstein, Meyerhold. Là, c'est particulièrement... Et là aussi, les mouvements avec le bâton. Je n'ai pas le temps de décrire, mais je pense que vous pouvez le voir. Et en fait, on pourra dire que la dédicace secrète de Ivan le Terrible, c'est une dédicace à Meyerhold. On peut aussi voir sur les dessins préparatoires qu'Eisenstein a fait en 1942 certains dessins qui évoquent aussi cette figure de Meyerhold dans le rôle d'Ivan le Terrible avec la mention « seul ». Voilà. Et donc, je voulais parler du retour je vais arrêter. Je voulais parler du retour d'Eisenstein au théâtre. Je ne vais pas en parler. En tout cas, il a vu tous les derniers spectacles interdits de Meyerhold, en particulier Une vie et l'acier fut trempé d'un autre Ostrovsky, d'un Ostrovsky contemporain, dont il a dit que c'était le spectacle le plus révolutionnaire qu'il n'ait jamais vu. Malheureusement, on a très peu de documents sur ce dernier spectacle. Voilà, donc je m'arrête là et je m'arrête là avec cette photo parce que je ne peux pas arriver à dire tout ce que je voulais dire dans cette conclusion et je m'arrête sur cette photo du jeune Eisenstein ouvert à ce grand chemin qu'il va parcourir en dialogue avec Meyerhold après l'avoir quitté. Et merci beaucoup.